L'œuvre de Émile Zola, partie 2, chapitre 2. Midi était sonné. Claude travaillait à son tableau lorsqu'une main familière tapa rudement contre la porte. D'un mouvement instinctif, et dont il ne fut pas le maître, le peintre glissa dans un carton la tête de Christine, d'après laquelle il retouchait sa grande figure de femme. Puis il se décida à ouvrir. « Pierre !» cria-t-il. « Déjà toi ?» Pierre Sandoz, un ami d'enfance, était un garçon de 22 ans, très brun, à la tête ronde et volontaire, au nez carré, aux yeux doux, dans un masque énergique, encadré d'un collier de barbe naissante. « J'ai déjeuné plus tôt, » répondit-il. « J'ai voulu te donner une bonne séance. »« Ah, diable, ça marche !» Il s'était planté devant le tableau et il ajouta tout de suite. « Tiens, tu changes le type de la femme ?» Un long silence se fit, tous deux regardaient, immobiles. C'était une toile de 5 mètres sur 3, entièrement couverte, mais dont quelques morceaux à peine se dégageaient de l'ébauche. Cette ébauche, jetée d'un coup, avait une violence superbe, une ardente vie de couleur. Dans un trou de forêt, aux murs épais de verdure, tombait une ondée de soleil. Seule, à gauche, une allée sombre s'enfonçait, avec une tache de lumière, très loin. Là, sur l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge. Et elle souriait, sans regard, les paupières closes, dans la pluie d'or qui la baignait. Au fond, 2 autres petites femmes, une brune, une blonde, également nues, luttaient en riant, détachaient, parmi les vers des feuilles, 2 adorables notes de chair. Et, comme au premier plan, le peintre avait eu besoin d'une opposition noire, il s'était bonnement satisfait en y asseyant un monsieur vêtu d'un simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main gauche sur laquelle il s'appuyait dans l'herbe. « Très belle d'indication, la femme, » reprit enfin Sandoz. « Mais, sapristi, tu auras joliment du travail dans tout ça. » Claude, les yeux allumés sur son œuvre, eut un geste de confiance. « Bah, j'ai le temps d'ici au salon. En 6 mois, on en abat de la besogne. Cette fois, peut-être, je finirai par me prouver que je ne suis pas une brute. » Et il se mit à siffler fortement, ravi sans le dire de l'ébauche qu'il avait faite de la tête de Christine, soulevé par un de ces grands coups d'espoir, d'où il retombait plus rudement dans ses angoisses d'artiste que la passion de la nature dévorait. « Allons, pas de flâne !» cria-t-il. « Puisque tu es là, commençons. » Sandoz, par amitié, et pour lui éviter les frais d'un modèle, avait offert de lui poser le monsieur du premier plan. En 4 ou 5 dimanches, le seul jour où il fut libre, la figure se trouverait établie. Déjà, il endossait le veston de velours lorsqu'il eut une brusque réflexion. « Dis donc, tu n'as pas déjeuné sérieusement, toi, puisque tu travaillais. Descends manger une côtelette, je t'attends ici. » L'idée de perdre du temps indigna Claude. « Mais si, j'ai déjeuné. Regarde la casserole. Et puis, tu vois qu'il reste une croûte de pain. Je la mangerai. »« Allons, allons, à la pause, paresseux. » Vivement, il reprenait sa palette. Il empoignait ses brosses en ajoutant. « Dubuche vient nous chercher ce soir, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, vers 5 heures. »« Eh bien, c'est parfait. Nous descendrons dîner tout de suite. » « Y es-tu à la fin ? La main plus à gauche, la tête penchée davantage. » Après avoir disposé les coussins, Sandoz s'était installé sur le divan, tenant la pose. Il tournait le dos, mais la conversation n'en continua pas moins un moment encore, car il avait reçu le matin même une lettre de Plassans, la petite ville provençale où le peintre et lui s'étaient connus en 8e, dès leur première culotte usée sur les bancs du collège. Puis tous deux se turent. L'un travaillait, hors du monde, l'autre s'engourdissait, dans la fatigue somnolente des longues immobilités. C'était à l'âge de 9 ans que Claude avait eu l'heureuse chance de pouvoir quitter Paris pour retourner dans le coin de Provence où il était né,
Sa mère, une brave femme de blanchisseuse que son fainéant de père avait lâchée à la rue, venait d'épouser un bon ouvrier, amoureux fou de sa jolie peau de blonde. Mais malgré leur courage, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Aussi avait-il accepté de grand cœur lorsqu'un vieux monsieur de là-bas s'était présenté en leur demandant Claude qu'il voulait mettre au collège près de lui. La toquade généreuse d'un original, amateur de tableaux, que des bons hommes barbouillés autrefois par le mioche avaient frappé. Et jusqu'à sa rhétorique, pendant 7 ans, Claude était donc resté dans le Midi, d'abord pensionnaire, puis externe, logeant chez son protecteur. Un matin, on avait trouvé ce dernier mort en travers de son lit, foudroyé. Il laissait par testament une rente de 1 000 francs au jeune homme, avec la faculté de disposer du capital à l'âge de 25 ans. Celui-ci, que l'amour de la peinture enfiévrait déjà, quitta immédiatement le collège, sans vouloir même tenter de passer son baccalauréat, et accourut à Paris, où son ami Sandoz l'avait précédé. Au collège de Plassans, dès leur 8e, il y avait eu les 3 inséparables, comme on les nommait, Claude Lantier, Pierre Sandoz et Louis Dubuche. Venus de 3 mondes différents, opposés de nature, nés seulement la même année, à quelques mois de distance, ils s'étaient liés d'un coup et à jamais, entraînés par des affinités secrètes, le tourment encore vague d'une ambition commune, l'éveil d'une intelligence supérieure, au milieu de la cohue brutale des abominables cancres qui les battaient. Le père de Sandoz, un Espagnol réfugié en France à la suite d'une bagarre politique, avait installé près de Plassans une papeterie où fonctionnaient de nouveaux engins de son invention. Puis, il était mort, abreuvé d'amertume, traqué par la méchanceté locale, en laissant à sa veuve une situation si compliquée, toute une série de procès si obscurs que la fortune entière avait coulé dans le désastre. Et la mère, une bourguignonne, cédant à sa rancune contre les Provençaux, souffrant d'une paralysie lente dont elle les accusait d'être aussi la cause, s'était réfugiée à Paris avec son fils, qui la soutenait maintenant d'un maigre emploi, la cervelle hantée de gloire littéraire. Quant à Dubuche, l'aîné d'une boulangère de Plassans, poussé par celle-ci, très âpre, très ambitieuse, il était venu rejoindre ses amis, plus tard, et il suivait les cours de l'école comme élève architecte, vivant chichement des dernières pièces de 100 sous que ses parents plaçaient sur lui, avec une obstination de juif qui escomptait l'avenir à 300%. « Sacredié !» murmura Sandoz dans le grand silence. « Elle n'est pas commode, ta pose. Elle me casse le poignet. Est-ce qu'on peut bouger, hein ?» Claude le laissa s'étirer, sans répondre. Il attaquait le veston de velours à larges coups de brosse. Puis, se reculant, clignant les yeux, il eut un rire énorme, égayé par un brusque souvenir. « Dis donc, tu te rappelles, en 6e, le jour où Pouillot alluma les chandelles dans l'armoire de ce crétin de la Lubie. Ah, la terreur de la Lubie, avant de grimper à sa chaire, quand il ouvrit son armoire pour prendre ses livres et qu'il aperçut cette chapelle ardente. 500 vers à toute la classe. » Sandoz, gagné par cet accès de gaieté, s'était renversé sur le divan. Il reprit la pose en disant « Ah, l'animal de Pouillot, tu sais que, dans sa lettre de ce matin, il m'annonce justement le mariage de la Lubie. Cette vieille rosse de professeur épouse une jolie fille. Mais tu la connais, la fille de Galissard, le mercier, la petite blonde à qui nous allions donner des sérénades. » Les souvenirs étaient lâchés. Claude et Sandoz ne tarirent plus, l'un fouetté et peignant avec une fièvre croissante, l'autre tourné toujours vers le mur, parlant du dos, les épaules secouées de passion. Ce fut d'abord le collège, l'ancien couvent moisi qui s'étendait jusqu'au rempart, les 2 cours plantées d'énormes platanes, le bassin vaseux, vert de mousse où ils avaient appris à nager, et les classes du bas dont les plâtres ruisselaient, et le réfectoire empoisonné du continuel graillon des eaux de vaisselle, et le dortoir des petits, fameux par ses horreurs, et la lingerie, et l'infirmerie peuplée de sœurs délicates, des religieuses en robe noire, si douces sous leurs coiffes blanches. Quelle affaire lorsque sœur Angèle, celle dont la figure de vierge révolutionnait la cour des grands, avait disparu un beau matin avec Hermeline,
un gros de la rhétorique, qui, par amour, se faisait sur les mains des entailles au canif, pour monter et pour qu'elle lui posât des bandes de taffetas d'Angleterre. Puis le personnel entier défila, une chevauchée lamentable, grotesque et terrible, des profils de méchanceté et de souffrance. Le proviseur qui se ruinait en réception pour marier ses filles, deux grandes belles filles élégantes que des dessins et des inscriptions abominables insultaient sur tous les murs. Le censeur, Piffard, dont le nez fameux s'embusquait derrière les portes, pareil à une coulevrine, décelant au loin sa présence. La kyrielle des professeurs, chacun éclaboussé de l'injure d'un surnom, le sévère Rhadamante, qui n'avait jamais ri, la crasse, qui teignait les chairs en noir, du continuel frottement de sa tête. Tu m'as trompé, Adèle, le maître de physique, un cocu légendaire, auquel 10 générations de galopins jetaient le nom de sa femme. Jadis surprise, disait-on, entre les bras d'un carabinier. D'autres encore, Spontini, le pion féroce avec son couteau corse qu'il montrait rouillé du sang des 3 cousins. Le petit Chantecaille, si bon enfant qu'il laissait fumer en promenade. Jusqu'à un marmiton de la cuisine et à la laveuse d'assiettes, 2 monstres qu'on avait surnommés Parabouloménos et Paraléluca, et qu'on accusait d'une idylle dans les épluchures. Ensuite arrivaient les farces, les soudaines évocations des bonnes blagues, dont on se tordait après des années. Oh, le matin où l'on avait brûlé dans le poêle les souliers de Mimi Lamort, autrement dit le squelette externe, un maigre garçon qui apportait en contrebande le tabac à priser de toute la classe. Et le soir d'hiver où l'on était allé voler des allumettes à la chapelle, près de la veilleuse, pour fumer des feuilles sèches de marronnier dans des pipes de roseau. Sandoz, qui avait fait le coup, avouait maintenant son épouvante, sa sueur froide, en dégringolant du cœur noyé de ténèbres. Et le jour où Claude, au fond de son pupitre, avait eu la belle idée de griller des hannetons, pour voir si c'était bon à manger, comme on le disait. Une puanteur si âcre, une fumée si épaisse s'était échappée du pupitre que le pion avait saisi la cruche, croyant à un incendie. Et la maraude, le pillage des champs d'oignons en promenade, les pierres jetées dans les vitres, où le grand chic était d'obtenir, avec les cassures, des cartes des géographies connues. Les leçons de grec écrites à l'avance, en gros caractères, sur le tableau noir, et lues couramment par tous les cancres, sans que le professeur s'en aperçût. Les bancs de la cour sciés, puis portés autour du bassin comme des cadavres d'émeutes, en long cortège avec des chants funèbres. Ah oui, fameuse, celle-ci, Dubuche, qui faisait le clergé, s'était fichu au fond du bassin en voulant prendre de l'eau dans sa casquette pour avoir un bénitier. Et la plus drôle, la meilleure, la nuit où Pouillot avait attaché tous les pots de chambre du dortoir à une même corde qui passait sous les lits, puis au matin, un matin de grandes vacances, s'était mis à tirer en fuyant par le corridor et par les 3 étages de l'escalier, avec cette effroyable queue de faïence qui bondissait et volait en éclats derrière lui. Claude resta, un pinceau en l'air, la bouche fendue d'hilarité, criant « Cet animal de Pouillot ! Et il t'a écrit ? Qu'est-ce qu'il fabrique maintenant, Pouillot ?»« Mais rien du tout, mon vieux, » répondit Sandoz en se remontant sur les coussins. « Sa lettre est d'un bête. Il finit son droit. Il reprendra ensuite l'étude d'avoué de son père. Et si tu voyais le ton qu'il a déjà, toute la gourme imbécile d'un bourgeois qui se range. » Il y eut un nouveau silence. Et il ajouta « Ah, nous, vois-tu, mon vieux, nous avons été protégés. » Alors d'autres souvenirs leur vinrent, ceux dont les cœurs battaient à grands coups, les belles journées de plein air et de plein soleil qu'ils avaient vécues là-bas, hors du collège. Tout petits, dès leur 6e, les 3 inséparables s'étaient pris de la passion des longues promenades. Ils profitaient des moindres congés, ils s'en allaient à des lieux, s'enhardissant à mesure qu'ils grandissaient, finissant par courir le pays entier, des voyages qui duraient souvent plusieurs jours. Et ils couchaient au petit bonheur de la route, au fond d'un trou de rocher, sur l'herbe pavée, encore brûlante, où la paille du blé battu leur faisait une couche molle, dans quelques cabanons déserts, dont ils couvraient le carreau d'un lit de thym et de lavande. C'étaient des fuites loin du monde, une absorption instinctive au sein de la bonne nature, une adoration irraisonnée de gamin pour les arbres, les eaux, les monts, pour cette joie sans limite d'être seul et d'être libre.
Dubuche, qui était pensionnaire, se joignait seulement aux deux autres les jours de vacances. Il avait du reste les jambes lourdes, la chair endormie du bon élève piocheur. Mais Claude et Sandoz ne se lassaient pas, allaient chaque dimanche s'éveiller dès 4 heures du matin en jetant des cailloux dans leurs persiennes. L'été surtout, ils rêvaient de la Viorne, le torrent dont le mince filet arrose les prairies basses de Plassans. Ils avaient 12 ans à peine, qu'ils savaient nager, et c'était une rage de barboter au fond des trous où l'eau s'amassait, de passer là des journées entières, tout nus, à se sécher sur le sable brûlant pour replonger ensuite, à vivre dans la rivière, sur le dos, sur le ventre, fouillant les herbes des berges, s'enfonçant jusqu'aux oreilles et guettant pendant des heures les cachettes des anguilles. Ce ruissellement d'eau pure qui les trempait au grand soleil prolongeait leur enfance, leur donnait des rires frais de galopins échappés, lorsque, jeunes hommes déjà, ils rentraient à la ville par les ardeurs troublantes des soirées de juillet. Plus tard, la chasse les avait envahis, mais la chasse telle qu'on la pratique dans ce pays sans gibier, 6 lieues faites pour tuer une demi-douzaine de bec-figues, des expéditions formidables dont ils revenaient souvent les carniers vides. Avec une chauve-souris imprudente abattue à l'entrée du faubourg en déchargeant les fusils. Leurs yeux se mouillaient au souvenir de ces débauches de marche. Ils revoyaient les routes blanches à l'infini, couvertes d'une couche de poussière, comme d'une tombée épaisse de neige. Ils les suivaient toujours heureux d'y entendre craquer leurs gros souliers. Puis ils coupaient à travers champs, dans des terres rouges, chargées de fer, où ils galopaient encore. Et un ciel de plomb, pas une ombre, rien que des oliviers nains, que des amandiers au grêle feuillage, et à chaque retour une délicieuse hébétude de fatigue, la forfanterie triomphante d'avoir marché davantage que l'autre fois, le ravissement de ne plus se sentir aller, d'avancer seulement par la force acquise, en se fouettant de quelques terribles chansons de troupiers qui les berçaient comme du fond d'un rêve. Déjà, Claude, entre sa poire à poudre et sa boîte de capsules, emportait un album où il crayonnait des bouts d'horizon, tandis que Sandoz avait toujours dans sa poche le livre d'un poète. C'était une frénésie romantique, des strophes ailées alternant avec les gravelures de garnison, des odes jetées aux grands frissons lumineux de l'air qui brûlait, et, quand ils avaient découvert une source, 4 saules tachant de gris la terre éclatante, ils s'y oubliaient jusqu'aux étoiles, ils y jouaient les drames qu'ils savaient par cœur, la voix enflée pour les héros, toute mince et réduite à un chant de fifre pour les ingénus et les reines. Ces jours-là, ils laissaient les moineaux tranquilles. Dans cette province reculée, au milieu de la bêtise somnolente des petites villes, ils avaient ainsi, dès 14 ans, vécu isolés, enthousiastes, ravagés d'une fièvre de littérature et d'art. Le décor énorme d'Hugo, les imaginations géantes qui s'y promènent parmi l'éternelle bataille des antithèses, les avaient d'abord ravis en pleine épopée, gesticulant, allant voir le soleil se coucher derrière des ruines, regardant passer la vie sous un éclairage faux et superbe de 5e acte. Puis, Musset était venu les bouleverser de sa passion et de ses larmes. Ils écoutaient en lui battre leur propre cœur. Un monde s'ouvrait plus humain qui les conquérait par la pitié, par l'éternel cri de misère qu'ils devaient désormais entendre monter de toutes choses. Du reste, ils étaient peu difficiles. Ils montraient une belle gloutonnerie de jeunesse, un furieux appétit de lecture où s'engouffraient l'excellent et le pire, si avides d'admirer que souvent des œuvres exécrables les jetaient dans l'exaltation des purs chefs-d'œuvre. Et, comme Sandoz le disait à présent, c'était l'amour des grandes marches, c'était cette fringale de lecture qui les avait protégés de l'engourdissement invincible du milieu. Ils n'entraient jamais dans un café. Ils professaient l'horreur des rues, posaient même pour y dépérir comme des aigles mis en cage, lorsque déjà des camarades à eux traînaient leurs manches d'écoliers sur les petites tables de marbre en jouant aux cartes la consommation. Cette vie provinciale qui prenait les enfants tout jeunes dans l'engrenage de son manège, l'habitude du cercle, le journal épelé jusqu'aux annonces, la partie de domino sans cesse recommencée, la même promenade à la même heure sur la même avenue, l'abrutissement final sous cette meule qui aplatit les cervelles, les indignait, les jetait à des protestations,
escaladant les collines voisines pour y découvrir des solitudes ignorées, déclamant des vers sous des pluies battantes, sans vouloir d'abri, par haine des cités. Il projetait de camper au bord de la Viorne, d'y vivre en sauvage, dans la joie d'une baignade continuelle, avec 5 ou 6 livres, pas plus, qui auraient suffi à leurs besoins. La femme elle-même était bannie. Ils avaient des timidités, des maladresses qu'ils érigeaient en une austérité de gamin supérieur. Claude, pendant 2 ans, s'était consumé d'amour pour une apprentie chapelière, que chaque soir il accompagnait de loin, et jamais il n'avait eu l'audace de lui adresser la parole. Sandoz nourrissait des rêves de dames rencontrées en voyage, des filles très belles qui surgiraient dans un bois inconnu, qui se livreraient tout un jour, puis qui se dissiperaient comme des ombres au crépuscule. Leur seule aventure galante les égayait encore, tant elle leur semblait sotte. Des sérénades données à 2 petites demoiselles du temps où ils faisaient partie de la musique du collège. Des nuits passées sous une fenêtre à jouer de la clarinette et du cornet à piston. Des cacophonies affreuses effarant les bourgeois du quartier, jusqu'au soir mémorable où les parents révoltés avaient vidé sur eux tous les pots à eau de la famille. Ah, l'heureux temps, et quels rires attendris, au moindre souvenir. Les murs de l'atelier étaient justement couverts d'une série d'esquisses, faites là-bas par le peintre dans un récent voyage. C'était comme s'ils avaient eu, autour d'eux, les anciens horizons, l'ardent ciel bleu sur la campagne rousse. Là, une plaine s'étendait, avec le moutonnement des petits oliviers grisâtres, jusqu'aux dentelures roses des collines lointaines. Ici, entre des coteaux brûlés, couleur de rouille, l'eau tarie de la Viorne se desséchait sous l'arche d'un vieux pont, enfariné de poussière, sans autre verdure que des buissons morts de soif. Plus loin, la gorge des Infernets ouvrait son entaille béante au milieu de ces écroulements de roches foudroyées, un immense chaos, un désert farouche, roulant à l'infini ses vagues de pierre. Puis, toutes sortes de coins bien connus, le vallon de Repentance, si resserré, si ombreux, d'une fraîcheur de bouquet parmi les champs calcinés. Le bois des 3 bons dieux, dont les pins, d'un vert dur et verni, pleuraient leur résine sous le grand soleil. Le jade bouffant, d'une blancheur de mosquée, au centre de ces vastes terres, pareilles à des mares de sang. D'autres encore, des bouts de route aveuglantes qui tournaient, des ravins où la chaleur semblait faire monter des bouillons à la peau cuite des cailloux, des langues de sable altérées et achevant de boire goutte à goutte la rivière, des trous de taupes, des sentiers de chèvres, des sommets dans l'azur. « Tiens !» s'écria Sandoz en se tournant vers une étude. « Où est-ce donc, ça ?» Claude, indigné, brandit sa palette. « Comment ? Tu ne te souviens pas ? Nous avons failli nous y casser les os. Tu sais bien, le jour où nous avons grimpé avec Dubuche du fond de Jomgarde. C'était lisse comme de la main. Nous nous cramponnions avec les ongles, tellement qu'au beau milieu, nous ne pouvions plus ni monter ni descendre. Puis en haut, quand il s'est agi de faire cuire les côtelettes, nous nous sommes presque battus, toi et moi. » Sandoz, maintenant, se rappelait. « Ah oui, oui. Chacun devait faire cuire la sienne, sur des baguettes de romarin, et comme mes baguettes brûlaient, tu m'exaspérais à blaguer ma côtelette qui se réduisait en charbon. » Un fou rire les secouait encore. Le peintre se remit à son tableau, et il conclut gravement. « Fichu tout ça, mon vieux. Ici, maintenant, il n'y a plus à flâner. » C'était vrai. Depuis que les 3 inséparables avaient réalisé leur rêve de se retrouver ensemble à Paris pour le conquérir, l'existence se faisait terriblement dure. Ils essayaient bien de recommencer les grandes promenades d'autrefois. Ils partaient à pied, certains dimanches, par la barrière de Fontainebleau, allaient battre les taillis de Verrières, poussaient jusqu'à Bièvre, traversaient les bois de Bellevue et de Meudon. Puis rentraient par Grenelle. Mais ils accusaient Paris de leur gâter les jambes. Ils n'en quittaient plus guère le pavé, tout entier à leur bataille. Du lundi au samedi, Sandoz s'enrageait à la mairie du 5e arrondissement, dans un coin sombre du bureau des naissances, cloué là par l'unique pensée de sa mère, que ses 150 francs nourrissaient mal. De son côté, Dubuche, pressé de payer à ses parents les intérêts des sommes placées sur sa tête, cherchait de basses besognes chez des architectes, en dehors de ses travaux de l'école.
Claude, lui, avait sa liberté, grâce aux 1000 francs de rente. Mais quelle fin de mois terrible, surtout lorsqu'il partageait le fond de ses poches. Heureusement, il commençait à vendre de petites toiles achetées des 10 et 12 francs par le père Malgras, un marchand rusé. Et, du reste, il aimait mieux crever la faim que de recourir au commerce, à la fabrication des portraits bourgeois, des saintetés de pacotille, des stores de restaurants et des enseignes de sages-femmes. Lors de son retour, il avait eu, dans l'impasse des Bourdonnais, un atelier très vaste, mais il était venu au quai de Bourbon par économie. Il y vivait, en sauvage, d'un absolu dédain pour tout ce qui n'était pas la peinture, brouillé avec sa famille qui le dégoûtait, ayant rompu avec sa tante, charcutière aux Halles, parce qu'elle se portait trop bien, gardant seulement au cœur la plaie secrète de la déchéance de sa mère, que des hommes mangeaient et poussaient au ruisseau. Brusquement, il cria à Sandoz. « Hé, dis donc, si tu voulais bien ne pas t'avachir !» Mais Sandoz déclara qu'il s'ankylosait et il sauta du canapé pour se dérouiller les jambes. Il y eut un repos de 10 minutes. On parla d'autre chose. Claude se montrait débonnaire. Quand son travail marchait, il s'allumait peu à peu. Il devenait bavard, lui qui peignait les dents serrées, rageant à froid dès qu'il sentait la nature lui échapper. Aussi, à peine son ami eut-il repris la pose, qu'il continua d'un flot intarissable, sans perdre un coup de pinceau. « Hein, mon vieux, ça marche ? Tu as une crâne tournure, là-dedans. »« Ah, les crétins, s'ils me refusent celui-ci, par exemple. Je suis plus sévère pour moi qu'ils ne le sont pour eux, bien sûr. Et lorsque je me reçois un tableau, vois-tu, c'est plus sérieux que s'il avait passé devant tous les jurys de la terre. Tu sais, mon tableau des Halles, mes 2 gamins sur des tas de légumes. Eh bien, je l'ai gratté, décidément. Ça ne venait pas. Je m'étais fichu là dans une sacrée machine, trop lourde encore pour mes épaules. Oh, je reprendrai ça un jour, quand je saurai, et j'en ferai d'autres. Oh, des machines à les flanquer tous par terre d'étonnement. » Il eut un grand geste, comme pour balayer une foule. Il vida un tube de bleu sur sa palette, puis il ricana en demandant quelle tête aurait devant sa peinture son premier maître, le père Belloc, un ancien capitaine manchot qui, depuis un quart de siècle, dans une salle du musée, enseignait les belles hachures aux gamins de Plassans. D'ailleurs, à Paris, Berthoud, le célèbre peintre de Néron au cirque, dont il avait fréquenté l'atelier pendant 6 mois, ne lui avait-il pas répété à 20 reprises qu'il ne ferait jamais rien ? Ah, qu'il les regrettait aujourd'hui, ces 6 mois d'imbécile tâtonnement, d'exercice niais sous la férule d'un bonhomme dont la caboche différait de la sienne. Il en arrivait à déclamer contre le travail au Louvre. Il se serait, disait-il, coupé le poignet plutôt que d'y retourner gâter son œil à une de ces copies qui encrassent pour toujours la vision du monde où l'on vit. Est-ce que, en art, il y avait autre chose que de donner ce qu'on avait dans le ventre ? Est-ce que tout ne se réduisait pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre comme on la sentait ? Est-ce qu'une botte de carottes, oui, une botte de carottes, étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle où on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l'école, cette peinture au jus de chic, honteusement cuisinée d'après les recettes ? Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d'une révolution. C'était pourquoi, maintenant, il se contentait d'aller peindre à l'atelier Boutin, un atelier libre, qu'un ancien modèle tenait rue de la Huchette. Quand il avait donné ses 20 francs au massier, il trouvait là du nu, des hommes, des femmes, à en faire une débauche dans son coin. Et il s'acharnait, il y perdait le boire et le manger, luttant sans repos avec la nature, fou de travail, à côté des beaux-fils qu'il accusait de paresse ignorante et qui parlaient arrogamment de leurs études, parce qu'ils copiaient des nez et des bouches sous l'œil d'un maître. « Écoute ça, mon vieux, quand un de ces cocos-là aura bâti un torse comme celui-ci, il montera me le dire, et nous causerons. » Du bout de sa brosse, il indiquait une académie peinte, pendue au mur, près de la porte. Elle était superbe, enlevée avec une largeur de mètre. Et à côté, il y avait encore d'admirables morceaux, des pieds de fillette, exquis de vérité délicate, un ventre de femme surtout, une chair de satin, frissonnante, vivante du sang qui coulait sous la peau. Dans ces rares heures de contentement,
Il avait la fierté de ses quelques études, les seules dont il fut satisfait, celles qui annonçaient un grand peintre, doué admirablement, entravé par des impuissances soudaines et inexpliquées. Il poursuivit avec violence, sabrant à grands coups le veston de velours, se fouettant dans son intransigeance qui ne respectait personne. Tous des barbouilleurs d'images à dessous, des réputations volées, des imbéciles ou des malins à genoux devant la bêtise publique. Pas un gaillard qui flanque une gifle aux bourgeois. Tiens, le père Ingres, tu sais, s'il me tourne sur le cœur, celui-là, avec sa peinture glaireuse, eh bien, c'est tout de même un sacré bonhomme, et je le trouve très crâne, et je lui tire mon chapeau, car il se fichait de tout. Il avait un dessein du tonnerre de Dieu, qu'il a fait avaler de force aux idiots qui croient aujourd'hui le comprendre. Après ça, entends-tu, ils ne sont que deux, Delacroix et Courbet. Le reste, c'est de la fripouille. Hein ? Le vieux lion romantique, quelle fière allure ! En voilà un, décorateur, qui faisait flamber les tons. Et quelle poigne ! Il aurait couvert les murs de Paris si on les lui avait donnés. Sa palette bouillait et débordait. Je sais bien, ce n'était que de la fantasmagorie. Mais tant pis, ça me gratte. Il fallait ça pour incendier l'école. Puis l'autre est venu, un rude ouvrier, le plus vraiment peintre du siècle et d'un métier absolument classique. Ce que pas un de ces crétins n'a senti. Ils ont hurlé, parbleu, ils ont crié à la profanation, au réalisme, lorsque ce fameux réalisme n'était guère que dans les sujets. Tandis que la vision restait celle des vieux maîtres et que la facture reprenait et continuait les beaux morceaux de nos musées. Tous les deux, Delacroix et Courbet, se sont produits à l'heure voulue. Ils ont fait chacun son pas en avant. Et maintenant, oh maintenant, il se tut, se recula pour juger les faits, s'absorba une minute dans la sensation de son œuvre, puis repartit. Maintenant, il faut autre chose. Ah, quoi ? Je ne sais pas au juste. Si je savais, et si je pouvais, je serais très fort. Oui, il n'y aura plus que moi. Mais ce que je sens, c'est que le grand décor romantique de Delacroix craque et s'effondre. Et c'est encore que la peinture noire de Courbet empoisonne déjà le renfermé. Le moisi de l'atelier où le soleil n'entre jamais. Comprends-tu ? Il faut peut-être le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu'ils se comportent dans de la vraie lumière. Enfin, je ne puis pas dire, moi, notre peinture à nous, la peinture que nos yeux d'aujourd'hui doivent faire et regarder. Sa voix s'éteignit de nouveau. Il bégayait, n'arrivait pas à formuler la sourde éclosion d'avenir qui montait en lui. Un grand silence tomba pendant qu'il achevait d'ébaucher le veston de velours, frémissant. Sandoz l'avait écouté, sans lâcher la pose, et, le dos tourné, comme s'il eût parlé au mur, dans un rêve, il dit alors à son tour « Non, non, on ne sait pas, il faudrait savoir. » Moi, chaque fois qu'un professeur a voulu m'imposer une vérité, j'ai eu une révolte de défiance, en songeant « Ils se trompent, ou ils me trompent. » Leurs idées m'exaspèrent. Il me semble que la vérité est plus large. Ah, que ce serait beau si l'on donnait son existence entière à une œuvre, où l'on tâcherait de mettre les choses, les bêtes, les hommes, l'arche immense, et pas dans l'ordre des manuels de philosophie, selon la hiérarchie imbécile dont notre orgueil se berce, mais en pleine coulée de la vie universelle, un monde où nous ne serions qu'un accident, où le chien qui passe, et jusqu'à la pierre des chemins, nous compléterait, nous expliquerait. Enfin, le grand tout, sans haut ni bas, ni sale ni propre, tel qu'il fonctionne. Bien sûr, c'est à la science que doivent s'adresser les romanciers et les poètes. Elle est aujourd'hui l'unique source possible. Mais voilà, que lui prendre, comment marcher avec elle ? Tout de suite, je sens que je patauge. Ah, si je savais, quelle série de bouquins je lancerais à la tête de la foule. Il se tut, lui aussi. L'hiver précédent, il avait publié son premier livre, une suite d'esquisses aimables, rapportées de Plassans, parmi lesquelles quelques notes plus rudes indiquaient seul le révolté, le passionné de vérité et de puissance. Et depuis, il tâtonnait, il s'interrogeait dans le tourment des idées, confuses encore, qui battaient son crâne.
D'abord, épris des besognes géantes, il avait eu le projet d'une genèse de l'univers en 3 phases. La création, rétablie d'après la science, l'histoire de l'humanité, arrivant à son heure jouer son rôle dans la chaîne des êtres, l'avenir, les êtres se succédant toujours, achevant de créer le monde par le travail sans fin de la vie. Mais il s'était refroidi devant les hypothèses trop hasardées de cette 3e phase, et il cherchait un cadre plus resserré, plus humain, où il ferait tenir pourtant sa vaste ambition. « Ah, tout voir et tout peindre, reprit Claude, après un long intervalle. Avec des lieues de murailles à couvrir, décorer les gares, les halles, les mairies, tout ce qu'on bâtira, quand les architectes ne seront plus des crétins. Et il ne faudra que des muscles et une tête solide, car ce ne sont pas les sujets qui manqueront, hein ? La vie telle qu'elle passe dans les rues, la vie des pauvres et des riches, au marché, aux courses, sur les boulevards, au fond des ruelles populeuses. Et tous les métiers en branle, et toutes les passions remises debout, sous le plein jour. Et les paysans, et les bêtes, et les campagnes. On verra, si je ne suis pas une brute. J'en ai des fourmillements dans les mains. Oui, toute la vie moderne. Des fresques hautes comme le Panthéon. Une sacrée suite de toiles à faire éclater le Louvre. Dès qu'ils étaient ensemble, le peintre et l'écrivain en arrivaient d'ordinaire à cette exaltation. Ils se fouettaient mutuellement, ils s'affolaient de gloire. Et il y avait là une telle envolée de jeunesse, une telle passion du travail, qu'eux-mêmes souriaient ensuite de ces grands rêves d'orgueil, ragaillardis, comme entretenus en souplesse et en force. Claude, qui se reculait maintenant jusqu'au mur, y demeura adossé, s'abandonnant. Alors, Sandoz, blasé par la pause, quitta le divan et alla se mettre près de lui. Puis, tous deux regardèrent, de nouveau muets. Le monsieur en veston de velours était ébauché entièrement. La main, plus poussée que le reste, faisait dans l'herbe une note très intéressante, d'une jolie fraîcheur de ton, et la tache sombre du dos s'enlevait avec tant de vigueur que les petites silhouettes du fond, les 2 femmes luttant au soleil, semblaient s'être éloignées dans le frisson lumineux de la clairière, tandis que la grande figure, la femme nue et couchée, à peine indiquée encore, flottait toujours, ainsi qu'une chair de songe, une Ève désirée naissant de la terre, avec son visage qui soudait, sans regard, les paupières closes. « Décidément, comment appelles-tu ça ?» demanda Sandoz. « Plein air », répondit Claude d'une voix brève. Mais ce titre parut bien technique à l'écrivain, qui, malgré lui, était parfois tenté d'introduire de la littérature dans la peinture. « Plein air, ça ne dit rien. Ça n'a besoin de rien dire. Des femmes et un homme se reposent dans une forêt au soleil. Est-ce que ça ne suffit pas ? Va, il y en a assez pour faire un chef-d'œuvre. » Il renversa la tête. Il ajouta entre ses dents. « Nom d'un chien, c'est encore noir. J'ai ce sacré Delacroix dans l'œil. Et ça, tiens, cette main-là, c'est du Courbet. Ah, nous y trempons tous dans la sauce romantique. Notre jeunesse y a trop barboté. Nous en sommes barbouillés jusqu'au menton. Il nous faudra une fameuse lessive. » Sandoz haussa désespérément les épaules. Lui aussi se lamentait d'être né au confluent d'Hugo et de Balzac. Cependant, Claude restait satisfait dans l'excitation heureuse d'une bonne séance. Si son ami pouvait lui donner 2 ou 3 dimanches pareils, le bonhomme y serait, et carrément. Pour cette fois, il y en avait assez. Tous deux plaisantèrent, car d'habitude, il tuait ses modèles, ne les lâchant qu'évanouis, morts de fatigue. Lui-même attendait de tomber, les jambes rompues, le ventre vide. Et, comme 5 heures sonnaient au coucou, il se jeta sur son reste de pain, il le dévora. Épuisé, il le cassait de ses doigts tremblants. Il le mâchait à peine, revenu devant son tableau, repris par son idée, au point qu'il ne savait même pas qu'il mangeait. « 5 heures, dit Sandoz qui s'étirait, les bras en l'air. Nous allons dîner. Justement, voici Dubuche. » On frappait, et Dubuche entra. C'était un gros garçon brun, au visage correct et bouffi, les cheveux ras, les moustaches déjà fortes. Il donna des poignées de main,
Il s'arrêta d'un air interloqué devant le tableau. Au fond, cette peinture déréglée le bousculait dans la pondération de sa nature, dans son respect de bon élève pour les formules établies. Et sa vieille amitié seule empêchait d'ordinaire ses critiques. Mais cette fois, tout son être se révoltait, visiblement. « Eh bien, quoi donc ? Ça ne te va pas ?» demanda Sandoz, qui le guettait. « Si, oh, très bien peint. Seulement, allons, accouche. Qu'est-ce qui te chiffonne ? Seulement, c'est ce monsieur, tout habillé, là, au milieu de ces femmes nues. On n'a jamais vu ça. » Du coup, les deux autres éclatèrent. Est-ce qu'au Louvre, il n'y avait pas 100 tableaux composés de la sorte ? Et puis, si l'on n'avait jamais vu ça, on le verrait. On s'en fichait bien, du public. Sans se troubler sous la furie de ces réponses, Dubuche répétait tranquillement. Le public ne comprendra pas. Le public trouvera ça cochon. Oui, c'est cochon. Sale bourgeois, cria Claude exaspéré. Ah, il te crétinise raide à l'école. Tu n'étais pas si bête. C'était la plaisanterie courante de ces deux amis depuis qu'ils suivaient les cours de l'école des beaux-arts. Il battit alors en retraite, un peu inquiet de la violence que prenait la querelle. Et il se sauva en tapant sur les peintres. Ça, on avait raison de le dire, les peintres étaient de jolis crétins à l'école. Mais pour les architectes, la question changeait. Où voulait-on qu'il fît ses études ? Il se trouvait bien forcé de passer par là. Plus tard, ça ne l'empêcherait pas d'avoir ses idées à lui. Et il affecta une allure très révolutionnaire. « Bon, dit Sandoz, du moment que tu fais des excuses, allons dîner. » Mais Claude, machinalement, avait repris un pinceau et il s'était remis au travail. Maintenant, à côté du monsieur en veston, la figure de la femme ne tenait plus. Énervé, impatient, il la cernait d'un trait vigoureux pour la rétablir au plan qu'elle devait occuper. « Viens-tu » répéta son ami. « Tout à l'heure, que diable, rien ne presse. Laisse-moi indiquer ça, et je suis à vous. » Sandoz hocha la tête, puis, doucement, de peur de l'exaspérer davantage. « Tu as tort de t'acharner, mon vieux. Oui, tu es éreinté, tu crèves de faim, et tu vas encore gâter ton affaire, comme l'autre jour. » D'un geste irrité, le peintre lui coupa la parole. C'était sa continuelle histoire. Il ne pouvait lâcher à temps la besogne. Il se grisait de travail, dans le besoin d'avoir une certitude immédiate, de se prouver qu'il tenait enfin son chef-d'œuvre. Des doutes venaient de le désespérer au milieu de sa joie d'une bonne séance. Avait-il eu raison de donner une telle puissance au veston de velours ? Retrouverait-il la note éclatante qu'il voulait pour sa figure nue ? Et il serait plutôt mort là que de ne pas savoir tout de suite. Il tira fiévreusement la tête de Christine du carton où il l'avait cachée, comparant ses dents de ce document pris sur nature. « Tiens !» s'écria Dubuche. « Où as-tu dessiné ça ? Qui est-ce » Claude, saisi de cette question, ne répondit point. Puis, sans raisonner, lui qui leur disait tout, il mentit, cédant à une pudeur singulière, au sentiment délicat de garder pour lui seul son aventure. « Hein ? Qui est-ce ? » répétait l'architecte. « Oh, personne. Un modèle. »« Vrai ? Un modèle ? Toute jeune, n'est-ce pas ? Elle est très bien. Tu devrais me donner l'adresse. Pas pour moi, pour un sculpteur qui cherche une psyché. Est-ce que tu as l'adresse, là ?» Et Dubuche s'était tourné vers un pan de mur grisâtre où se trouvaient, écrites à la craie, jetées dans tous les sens, des adresses de modèles. Les femmes surtout laissaient là, en grosse écriture d'enfants, leurs cartes de visite. Zoé Piedfer, rue Campagne Première, 7, une grande brune dont le ventre s'abîmait. Coupait en deux la petite Flore Beauchamp, rue de Laval, 32, et Judith Vaquez, rue du Rocher, 69, une juive, l'une et l'autre assez fraîches, mais trop maigres. « Dis, as-tu l'adresse ?» Alors Claude s'emporta. « Eh, fiche-moi la paix ! Est-ce que je sais ? Tu es agaçant, à vous déranger toujours quand on travaille. » Sandoz n'avait rien dit, étonné d'abord, puis souriant. Il était plus subtil que Dubuche. Il lui fit un signe d'intelligence et ils se mirent à plaisanter. « Pardon, excuse,
Du moment que monsieur la gardait pour son usage intime, on ne lui demandait pas de la prêter. Ah, le gaillard qui se payait les belles filles. Et où l'avait-il ramassée ? Dans un bastringue de Montmartre ou sur un trottoir de la place Maubert ? De plus en plus gêné, le peintre s'agitait. « Que vous êtes bête, mon Dieu ! Si vous saviez comme vous êtes bête ! En voilà assez, vous me faites de la peine. » Sa voix était si altérée que les deux autres, immédiatement, se turent. Et lui, après avoir gratté de nouveau la tête de la figure nue, la redessina et la repeignit, d'après la tête de Christine, d'une main emportée, mal assurée, qui s'égarait. Puis il attaqua la gorge, indiquée à peine sur l'étude. Son excitation augmentait. C'était sa passion de chaste pour la chair de la femme, un amour fou des nudités désirées et jamais possédées, une impuissance à se satisfaire, à créer de cette chair autant qu'il rêvait d'en étreindre, de ses deux bras éperdus. Ces filles qu'il chassait de son atelier, il les adorait dans ses tableaux. Il les caressait et les violentait, désespéré jusqu'aux larmes de ne pouvoir les faire assez belles, assez vivantes. « Hein, 10 minutes, n'est-ce pas ?» répéta-t-il. « J'établis les épaules pour demain, et nous descendons. » Sandoz et Dubuche, sachant qu'il n'y avait pas à l'empêcher de se tuer ainsi, se résignèrent. Le second alluma une pipe et s'étala sur le divan. Lui seul fumait. Les deux autres ne s'étaient jamais bien accoutumés au tabac, toujours menacés d'une nausée pour un cigare trop fort. Puis, lorsqu'il fut sur le dos, les regards perdus dans les jets de fumée qu'il soufflait, il parla de lui, longuement, en phrases monotones. Ah, ce sacré Paris, comme il fallait s'y user la peau pour arriver à une position. Il rappelait ses 15 mois d'apprentissage chez son patron, le célèbre de Kersonnière, l'ancien Grand Prix, aujourd'hui architecte des bâtiments civils, officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut, dont le chef-d'œuvre, l'église Saint-Matthieu, tenait du moule à pâté et de la peinture Empire. Un bonhomme, au fond, qu'il blaguait, tout en partageant son respect des vieilles formules classiques. Sans les camarades, d'ailleurs, il n'aurait pas appris grand-chose à leur atelier de la rue du Four, où le patron passait en courant 3 fois par semaine. Des gaillards féroces, les camarades, qui lui avaient rendu la vie joliment dure au début, mais qui au moins lui avaient enseigné à coller un châssis, à dessiner et à laver un projet. Et que de déjeuner fait d'une tasse de chocolat et d'un petit pain, pour pouvoir donner les 25 francs au massier, et que de feuilles barbouillées péniblement, que d'heures passées chez lui sur des bouquins avant d'oser se présenter à l'école. Avec ça, il avait failli être retoqué, malgré son effort de gros travailleur. L'imagination lui manquait. Son épreuve écrite, une cariatide et une salle à manger d'été, très médiocre, l'avaient classé tout au bout. Il est vrai qu'il s'était relevé à l'oral, avec son calcul de logarithme, ses épures de géométrie et l'examen d'histoire, car il était très ferré sur la partie scientifique. Maintenant qu'il se trouvait à l'école, comme élève de seconde classe, il devait se décarcasser pour enlever son diplôme de première classe. Quelle chienne de vie! Jamais ça ne finissait. Il écarta les jambes, très haut, sur les coussins, fuma plus fort, régulièrement. Cours de perspective, cours de géométrie descriptive, cours de stéréotomie, cours de construction, histoire de l'art. Ah, ils vous en font noircir du papier, à prendre des notes. Et, tous les mois, un concours d'architecture, tantôt une simple esquisse, tantôt un projet. Il n'y a point à s'amuser si l'on veut passer ses examens et décrocher les mentions nécessaires, surtout lorsqu'on doit, en dehors de ses besognes, trouver le temps de gagner son pain. Moi, j'en crève. Un coussin ayant glissé par terre, il le repêcha à l'aide de ses 2 pieds. Tout de même, j'ai de la chance. Il y a tant de camarades qui cherchent à faire la place sans rien dénicher. Avant-hier, j'ai découvert un architecte qui travaille pour un grand entrepreneur. Oh non, on n'a pas idée d'un architecte de cette ignorance. Un vrai goujat, incapable de se tirer d'un décalque. Et il me donne 25 sous de l'heure. Je lui remets ses maisons debout. Ça tombe joliment bien. La mère m'avait signifié qu'elle était complètement à sec. Pauvre mère, en ai-je de l'argent à lui rendre ?
Comme Dubuche parlait évidemment pour lui, remâchant ses idées de tous les jours, sa continuelle préoccupation d'une fortune prompte, Sandoz ne prenait pas la peine de l'écouter. Il avait ouvert la petite fenêtre, il s'était assis au ras du toit, souffrant à la longue de la chaleur qui régnait dans l'atelier. Mais il finit par interrompre l'architecte. « Dis donc, est-ce que tu viens dîner jeudi ? Ils y seront tous. Fagerolles, Mahoudeau, Jory, Gagnère. » Chaque jeudi, on se réunissait chez Sandoz, une bande, les camarades de Plassans, d'autres connus à Paris, tous révolutionnaires, animés de la même passion de l'art. « Jeudi prochain, je ne crois pas, » répondit Dubuche. « Il faut que j'aille dans une famille où l'on danse. »« Est-ce que tu espères y carotter une dot ? Tiens, ce ne serait déjà pas si bête. » Il tapa sa pipe sur la paume de sa main gauche pour la vider, et, avec un soudain éclat de voix, « J'oubliais, j'ai reçu une lettre de Pouillot. »« Toi aussi, hein ? Est-il assez vidé, Pouillot ? En voilà un qui a mal tourné. »« Pourquoi donc ? Il succédera à son père, il mangera tranquillement son argent, là-bas. Sa lettre est très raisonnable, j'ai toujours dit qu'il nous donnerait une leçon à tous, avec son air de farceur. Ah, cet animal de Pouillot !» Sandoz allait répliquer, furieux, lorsqu'un juron désespéré de Claude les interrompit. Ce dernier, depuis qu'il s'obstinait au travail, n'avait plus desserré les dents. Il semblait même ne pas les entendre. « Nom de Dieu, c'est encore raté ! Décidément, je suis une brute, jamais je ne ferai rien. » Et, d'un élan, dans une crise de folle rage, il voulut se jeter sur sa toile pour la crever du poing. Ses amis le retinrent. « Voyons, était-ce enfantin, une colère pareille ? Il serait bien avancé ensuite, quand il aurait le mortel regret d'avoir abîmé son œuvre. » Mais lui, tremblant encore, retombé à son silence, regardait le tableau sans répondre, d'un regard ardent et fixe, où brûlait l'affreux tourment de son impuissance. Rien de clair ni de vivant ne venait plus sous ses doigts. La gorge de la femme s'empâtait de tons lourds. Cette chair adorée qu'il rêvait, éclatante, il la salissait, il n'arrivait même pas à la mettre à son plan. Qu'avait-il donc dans le crâne pour l'entendre ainsi craquer de son effort inutile ? Était-ce une lésion de ses yeux qui l'empêchait de voir juste ? Ses mains cessaient-elles d'être à lui, puisqu'elles refusaient de lui obéir ? Il s'affolait davantage, en s'irritant de cet inconnu héréditaire qui parfois lui rendait la création si heureuse et qui d'autres fois l'abêtissait de stérilité, au point qu'il oubliait les premiers éléments du dessin. Et sentir son être tourner dans une nausée de vertige, et rester là, quand même, avec la fureur de créer, lorsque tout fuit, tout coule autour de soi, l'orgueil du travail, la gloire rêvée, l'existence entière. « Écoute, mon vieux, » reprit Sandoz, « ce n'est pas pour te le reprocher, mais il est 6h30, et tu nous fais crever de faim. Sois sage, descends avec nous. » Claude nettoyait à l'essence un coin de sa palette. Il y vida de nouveaux tubes. Il répondit d'un seul mot, la voix tonnante. « Non !» Pendant 10 minutes, personne ne parla plus. Le peintre, hors de lui, se battant avec sa toile, les deux autres troublés et chagrins de cette crise, qu'ils ne savaient de quelle façon calmer. Puis, comme on frappait à la porte, ce fut l'architecte qui alla ouvrir. « Tiens, le père Malgras !» Le marchand de tableaux était un gros homme, enveloppé dans une vieille redingote verte, très sale, qui lui donnait l'air d'un cocher de fiacre mal tenu, avec ses cheveux blancs coupés en brosse et sa face rouge plaquée de violet. Il dit, d'une voix de rogome, « Je passais par hasard sur le quai, en face. J'ai vu monsieur à la fenêtre et je suis monté. » Il s'interrompit devant le silence du peintre qui s'était retourné vers sa toile avec un mouvement d'exaspération. Du reste, il ne se troublait pas, très à l'aise, carrément planté sur ses fortes jambes, examinant de ses yeux tachés de sang le tableau ébauché. Il le jugea sans gêne, d'une phrase où il y avait de l'ironie et de la tendresse. « En voilà une machine !» Et, comme personne encore ne soufflait mot, il se promena tranquillement à petits pas dans l'atelier, regardant le long des murs. Le père Malgras, sous l'épaisse couche de sa crasse, était un gaillard très fin, qui avait le goût et le flair de la bonne peinture. Jamais il ne s'égarait chez les barbouilleurs médiocres. Il allait droit,
par instinct, aux artistes personnels, encore contestés, dont son nez flamboyant d'ivrogne sentait de loin le grand avenir. Avec cela, il avait le marchandage féroce, il se montrait d'une ruse de sauvage pour emporter à bas prix la toile qu'il convoitait. Ensuite, il se contentait d'un bénéfice de brave homme, 20%, 30% au plus, ayant basé son affaire sur le renouvellement rapide de son petit capital, n'achetant jamais le matin sans savoir auquel de ses amateurs il vendrait le soir. Il mentait d'ailleurs superbement. Arrêté près de la porte, devant les académies, peintes à l'atelier Boutin, il les contempla quelques minutes en silence, les yeux luisants d'une jouissance de connaisseur qu'il éteignait sous ses lourdes paupières. Quel talent, quel sentiment de la vie chez ce grand toqué qui perdait son temps à d'immenses choses dont personne ne voulait. Les jolies jambes de la fillette, l'admirable ventre de la femme surtout, le ravissaient. Mais cela n'était pas de vente, et il avait déjà fait son choix. Une petite esquisse, un coin de la campagne de Plassans, violente et délicate, qu'il affectait de ne pas voir. Enfin, il s'approcha, il dit négligemment. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ah oui, une de vos affaires du midi. »« C'est trop cru, j'ai encore les 2 que je vous ai achetés. » Et il continua en phrases molles, interminables. « Vous refuserez peut-être de me croire, monsieur Lantier, ça ne se vend pas du tout, pas du tout. J'en ai plein un appartement. Je crains toujours de crever quelque chose quand je me retourne. Il n'y a pas moyen que je continue, parole d'honneur. Il faudra que je liquide, et je finirai à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous me connaissez, j'ai le cœur plus grand que la poche. Je ne demande qu'à obliger les jeunes gens de talent comme vous. Oh, pour ça, vous avez du talent. Je ne cesse de le leur crier. Mais que voulez-vous? Ils ne mordent pas. Ah non, ils ne mordent pas. » Il jouait l'émotion. Puis, avec l'élan d'un homme qui fait une folie, « Enfin, je ne serais pas venu pour rien. Qu'est-ce que vous me demandez de cette pochade ?» Claude, agacé, peignait avec des tressaillements nerveux. Il répondit d'une voix sèche, sans tourner la tête. 20 francs. Comment 20 francs? Vous êtes fou? Vous m'avez vendu les autres 10 francs pièce. Aujourd'hui, je ne donnerai que 8 francs. Pas un sou de plus. D'habitude, le peintre cédait tout de suite, honteux et excédé de ses querelles misérables, bien heureux, au fond, de trouver ce peu d'argent. Mais, cette fois, il s'entêta. Il vint crier des insultes dans la face du marchand de tableaux, qui se mit à le tutoyer, lui retira tout talent, l'accabla d'invectives, en le traitant de fils ingrat. Ce dernier avait fini par sortir de sa poche une à une 3 pièces de 100 sous. Et il les lança de loin comme des palets sur la table, où elles sonnèrent parmi les assiettes. 1, 2, 3. Pas une de plus, entends-tu? Car il y en a déjà une de trop, et tu me la rendras. Je te la retiendrai sur autre chose, parole d'honneur. 15 francs, ça. Ah, mon petit, tu as tort. Voilà un sale tour dont tu te repentiras. Épuisé, Claude le laissa décrocher la toile. Elle disparut comme par enchantement dans la grande redingote verte. Avait-elle glissé au fond d'une poche spéciale? Dormait-elle sous le revers? Aucune bosse ne l'indiquait. Son coup fait, le père Malgras se dirigea vers la porte, subitement calmé. Mais il se ravisa et revint dire, de son air bonhomme. « Écoutez donc, Lantier, j'ai besoin d'un homard. Hein? Vous me devez bien ça, après m'avoir étrillé. Je vous apporterai le homard, vous m'en ferez une nature morte, et vous le garderez pour la peine. Vous le mangerez avec des amis. Entendu, n'est-ce pas ?» À cette proposition, Sandoz et Dubuche, qui avaient jusque-là écouté curieusement, éclatèrent d'un si grand rire que le marchand s'égaya, lui aussi. Ces rosses de peintres, ça ne fichait rien de bon, ça crevait la faim. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus, les sacrés fainéants, si le père Malgras, de temps à autre, ne leur avait pas apporté un beau gigot, une barbue bien fraîche, ou un homard, avec son bouquet de persil. « J'aurai mon homard, n'est-ce pas ?» Lantier. « Merci bien. »
De nouveau, il restait planté devant l'ébauche de la grande toile, avec son sourire d'admiration railleuse. Et il partit enfin en répétant « Oh, voilà, une machine !» Claude voulut reprendre encore sa palette et ses brosses. Mais ses jambes fléchissaient, ses bras retombaient engourdis comme liés à son corps par une force supérieure. Dans le grand silence morne qui s'était fait, après l'éclat de la dispute, il chancelait, aveuglé, égaré, devant son œuvre informe. Alors, il bégaya. « Oh, je ne peux plus, je ne peux plus, ce cochon m'a achevé. » 7 heures venaient de sonner au coucou. Il avait travaillé là 8 longues heures, sans manger autre chose qu'une croûte, sans se reposer une minute, debout, secoué de fièvre. Maintenant, le soleil se couchait. Une ombre commençait à assombrir l'atelier où cette fin de jour reprenait une mélancolie affreuse. Lorsque la lumière s'en allait ainsi, sur une crise de mauvais travail, c'était comme si le soleil ne devait jamais reparaître, après avoir emporté la vie, la gaieté chantante des couleurs. « Viens !» supplia Sandoz, avec l'attendrissement d'une pitié fraternelle. « Viens, mon vieux !» Dubuche lui-même ajouta « Tu verras plus clair demain, viens dîner !» Un moment, Claude refusa de se rendre. Il demeurait cloué au parquet, sourd à leurs voix amicales, farouche dans son entêtement. Que voulait-il faire, maintenant que ses doigts raidis lâchaient le pinceau ? Il ne savait pas. Mais il avait beau ne plus pouvoir, il était ravagé par un désir furieux de pouvoir encore, de créer quand même. Et s'il ne faisait rien, il resterait au moins, il ne quitterait pas la place. Puis il se décida, un tressaillement le traversa comme d'un grand sanglot. À pleine main, il avait pris un couteau à palette très large, et, d'un seul coup, lentement, profondément, il gratta la tête et la gorge de la femme. Ce fut un meurtre véritable, un écrasement, tout disparut dans une bouillie fangeuse. Alors, à côté du monsieur au veston vigoureux, parmi les verdures éclatantes où se jouaient les 2 petites lutteuses si claires, il n'y eut plus, de cette femme nue, sans poitrine et sans tête, qu'un tronçon mutilé, qu'une tache vague de cadavre, une chair de rêve évaporée et morte. Déjà, Sandoz et Dubuche descendaient bruyamment l'escalier de bois, et Claude les suivit, s'enfuit de son œuvre, avec la souffrance abominable de la laisser ainsi, balafrée d'une plaie béante.